Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu, le podcast. Épisode 2, Board Game Arena et les jeux de société en ligne. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast On Joue-tu. Si vous avez suivi le podcast la semaine dernière, vous aviez entendu toutes les magnifiques histoires de quand Benji a perdu à des jeux de société. C'était génial qu'on puisse parler de ses échecs. Je veux vraiment que ça reste dans la tête collective de tout le monde, qu'il perd beaucoup plus souvent que moi. Aujourd'hui, Benji a pris une pause et puis je vais vous présenter mon deuxième invité. Donc, je vous avais dit la semaine dernière que Benji serait là une semaine sur deux et puis les autres semaines, ça serait mon ami David qui j'ai aussi rencontré à peu près en même temps que Benji. Donc, je vais lui donner quelques minutes pour se présenter. David, c'est à toi. Salut Mathieu, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir d'être là pour partager notre passion des jeux de société. Comme tu l'as dit, je m'appelle David. Pour faire rapide, je suis marié, j'ai 2 filles de 7 et 10 ans. C'est important parce que je vais en parler sans doute un petit peu plus tard dans mes expériences de jeu. Je suis un passionné de jeux en général et tout particulièrement, bien entendu, de jeux de société. Sinon, je ne serais pas là avec toi pour en parler aujourd'hui. Et quand même, pour la petite histoire, auparavant, j'étais vraiment un assez gros joueur de jeux vidéo. Et puis, au début de la pandémie, même si, bien entendu, que les jeux vidéo étaient encore forcément bien présents, j'ai fait un revirement, quasiment un 360, pour ne jouer quasiment plus qu'aux jeux de société. Ne me demande pas trop pourquoi j'ai arrêté comme ça les jeux vidéo, mais vraiment les jeux de société, c'est une période où j'en ai découvert aussi beaucoup, où j'en ai acheté beaucoup, et finalement ça me demande beaucoup plus aujourd'hui que les jeux vidéo, et je suis heureux de ne faire quasiment plus que ça dans mes moments ludiques. Et puis, donc, juste pour revenir un peu sur... donc, on disait la semaine passée, Benji, lui, qui nous vient de la France. Toi, t'es un Suisse pur et dur, right? Alors, je suis un Suisse presque pur et dur. Je suis né en Suisse. J'ai vécu toute ma vie jusqu'à aujourd'hui en Suisse. Mais j'ai, je l'avoue, un peu de sang français par mon père. Voilà, c'est dit. Blasphème. Donc, ça fait quand même un Québécois, un Suisse et un Français. Ça pourrait presque être le début d'une blague. Ça nous manquerait... Il manque juste le Belge. Ah, il manque le Belge, ouais. Alors, aujourd'hui, on va commencer déjà par faire un petit retour sur l'épisode de la semaine passée. Donc, on avait parlé de les mauvaises expériences dans les jeux, donc des gens qui auraient pu avoir des mauvaises expériences avec soit des mauvais gagnants, des mauvais perdants, et on vous avait demandé, à vous, la communauté, de nous écrire pour qu'on puisse partager au reste de la communauté les expériences des joueurs. On a eu quelques réponses que je voulais partager avec vous. La première, c'est de notre ami Olivier Parent de Montréal. Alors, je vais lire son message. Il dit « Il y avait une soirée que je jouais avec mon ami et les 2 premiers jeux, les parties s'étaient finies en bris d'égalité. Donc, les 2 jeux, c'était Splendor et Projet L. On était vraiment super contents de l'intensité des parties. Puis, après, on a joué à Ligretto et je lui ai foutu une branlée, comme vous l'avez si bien dit. » Donc, je pense que les gens ont remarqué qu'on a souvent utilisé cette expression. Cependant, avant même que la partie s'arrête, il a juste lancé les cartes sur la table et tout mélangé en me disant « C'est bon, tu me bats. » Ensuite, on a joué à Blocus, un jeu où je suis vraiment pas bon habituellement et où il me bat normalement toujours. Et encore là, il a réagi de la même manière quand j'étais en train de totalement gagner. J'ai trouvé ça assez nul, assez plate comme réaction et j'ai trouvé que ça a gâché un peu l'ambiance de la soirée. Comme Benji l'a dit dans le premier épisode, j'avais presque envie de faire exprès de perdre pour qu'il revienne plus agréable. Donc ça, c'était l'expérience de notre ami Olivier Parent de Montréal. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on est tous un peu d'accord, les gens qui sont pas très mauvais perdants. C'est vrai que des fois, on a presque cette envie de perdre juste pour que tout le monde soit content. Donc, merci beaucoup pour ta réponse, Olivier. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus, David? Ouais, mais là, je te rejoins tout à fait. Alors, moi, je
je ne suis pas du tout un mauvais perdant et j'aurais plus de plaisir finalement je ne vais pas dire à perdre volontairement, mais dans tous les cas, même si je perds une partie, le but c'est que j'ai du fun, comme vous dites au Québec. Et puis tant pis, mais c'est vrai que les gens qui jouent obligatoirement pour gagner, c'est pas simple. Je trouve qu'après on vit on passe pas des bons moments autour de la table. Alors moi c'est plutôt avec mes filles finalement, parce qu'on sait que les enfants les jeunes enfants là, elles ont 7 et 10 ans maintenant, elles commencent depuis un petit moment maintenant à arrêter de toujours vouloir absolument gagner. Auparavant, si elle devait perdre, eh bien, c'était toujours la catastrophe, ça se mettait parfois à pleurer, etc. Et le but, en tant que parent, c'est pas de faire exprès de perdre. On peut éviter de leur mettre débranlés à chaque fois. On peut peut-être faire durer un petit peu plus la partie si on se rend compte qu'on peut finir et gagner peut-être trop rapidement pour lui laisser une chance. Mais le but est qu'elle comprenne, et maintenant c'est bon, elle commence à bien comprendre et puis à ne plus forcément vouloir à tout prix gagner dans les parties qu'on fait ensemble. Ouais, bon, j'imagine qu'on pardonne plus ce comportement à un enfant qu'à un homme de 40 ans. Alors c'est clair, surtout quand ces enfants sont sous notre toit et puis qu'on compte aussi un peu sur eux pour partager des parties, découvrir de nouveaux jeux. Et là, plus elles vont prendre des années, plus les parties vont être passionnantes. Donc c'est tout bénef pour moi si elles aiment jouer. C'est un investissement en fait. Exactement, c'est un investissement sur le long terme. Ouais. Alors, la deuxième réponse qu'on a reçue, c'est de Cédric Lemaire. Donc, lui, il nous a écrit directement sur la chaîne YouTube parce que j'avais aussi posté le podcast sur ma chaîne YouTube. Donc, lui, il nous dit « Pour ma mauvaise expérience, j'ai un ami qui est assez mauvais joueur, a toujours se trouver des excuses quand il perd, mais ma ou les plus mauvaises expériences avec lui, c'est vers la fin d'un jeu, quand il est perdant, il va même pas finir les 2 derniers tours de jeu. Pour lui, c'est inutile, c'est une perte de temps, vaut mieux réinitialiser et recommencer. » Ça, j'avoue, j'ai jamais vu ça de ma vie, quelqu'un qui dit avant la fin du jeu « Ah non, moi, c'est bon, t'as gagné, on arrête. » J'ai déjà eu, moi, personnellement, des amis qui commençaient à s'énerver parce qu'ils perdaient, puis ils ont commencé à dire « Ouais, mais de toute façon, toi, tu vas faire ça. » Puis à un peu prédire la fin du jeu, mais j'ai jamais vu quelqu'un dire « On arrête tout de suite, t'as gagné. » Je sais pas si toi, David, t'as déjà vu ça, mais... Non, moi ça m'est pas arrivé. Après, ça va la faire rire quand elle entendra ce podcast. Il y a mon épouse qui a tendance à, pas à s'énerver, mais à ronchonner un peu en se disant « Oui, mais toi, tu as déjà analysé le jeu. » Surtout quand c'est la première partie, qu'on découvre un jeu. Bah ouais. Tu as déjà tout analysé, tu sais déjà quoi faire au prochain tour, etc., etc. Donc elle me le fait remarquer. Et puis au moment du décompte des points où elle est sûre d'avoir perdu, eh bien, soit elle gagne, soit alors on fait vraiment match nul, mais vraiment des fois même jusqu'au bout des trois conditions pour départager. Donc là, ça nous arrive très fréquemment et elle gagne presque beaucoup plus souvent que moi au jeu, malgré les éventuels reproches qu'elle pourrait, ou les râleries qu'elle pourrait faire durant nos parties. Ouais, mais ça c'est peut-être parce que t'es trop gentil. Ouais, moi je suis gentil. Moi, souvent, quand j'explique aussi les jeux, j'ai tendance à me concentrer plus sur mes voisins de table pour leur expliquer, parfois les conseiller. Puis quand c'est à mon tour de jouer, je ne suis pas forcément prêt et j'ai pas envie de les faire attendre. Donc des fois, je joue un peu trop vite et je me dis aïe, mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis tant pis, et je perds, mais comme on a dit avant, c'est pas grave. J'ai eu du plaisir, ils ont eu du plaisir, c'est le principal. Après, je vais pas faire, comme j'ai dit, exprès de perdre non plus. Le but est quand même de gagner de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ouais, moi j'ai toujours l'impression que ça paraît. Quand quelqu'un fait exprès de perdre, les peu de fois où moi j'ai fait ça parce que je voyais que quelqu'un s'énervait, on dirait que ça les rend encore plus fâchés parce qu'ils disent « Mais là, mais t'as fait exprès parce que tu sais que je suis mauvais joueur. » T'as presque envie de dire « Oui, j'ai fait exprès, mais laisse-moi tranquille. » Exactement.
Alors, on va passer au premier segment de l'épisode. Donc, la même chose que la semaine passée, je vais te demander à toi, David, est-ce que tu as des découvertes récentes dans les jeux de société? Soit un jeu que tu as joué cette semaine, ou peut-être même un jeu qui te fait de l'œil, que tu dis « Ah, mais ça m'intéresse ». C'est quoi tes découvertes de la semaine? Alors, cette semaine, je t'avouerai que je n'ai pas, j'ai pas ouvert de nouvelles boîtes de jeux. J'ai découvert un nouveau jeu sur Board Game Arena. J'y reviendrai peut-être j'y reviendrai dans un deuxième temps. Le dernier jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en ta compagnie et celle de Benji, c'était les hauts fourneaux, mais vous en avez déjà parlé dans le premier épisode. Je voulais quand même juste revenir dessus parce que même si effectivement j'ai gagné à Dune Imperium, j'ai fini bon dernier au haut fourneau et pourtant je ne demande qu'à y rejouer parce que j'ai retrouvé le même plaisir ou presque que j'ai eu avec It's a Wonderful World, même si je pense que sa durée de vie va être un peu plus courte à voir, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé cette partie. Ce que j'ai fait cette semaine, alors c'est pas un nouveau jeu, mais je l'avais un petit peu oublié dans ma collection, c'est King of Tokyo. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais ressortir ce bon vieux King of Tokyo, même si personnellement je le trouve un peu surcoté. Pas mal de gens s'enflammaient avec ce jeu et ouais, je trouve sympathique sans plus, mais c'est vrai qu'en famille, là maintenant que mes filles ont l'âge qu'elles ont, eh bien j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette partie. On a bien rigolé et puis on a pris du plaisir en baffant des monstres. Voilà, c'était cool et je pense que je vais le ressortir, mais plutôt en famille qu'entre adultes uniquement. Je vais juste te couper 2 secondes parce que je sais qu'en fait, tu parles de King of Tokyo. Notre thématique de l'épisode, c'est Board Game Arena, qu'on va y revenir plus tard. Moi, c'est drôle que tu parles de King of Tokyo parce que moi, j'y ai joué aussi cette semaine pour la première fois depuis des années parce qu'il est en bêta sur Board Game Arena. Et puis, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que le fait qu'on nous donne 2 options pour gagner, soit en tuant tous tes adversaires ou en gagnant avec des points de victoire, j'ai toujours l'impression que c'est un peu une mécanique qu'on a mis là-dedans juste pour dire ben t'es pas obligé de taper sur les autres, mais on est tous d'accord que la façon de gagner à King of Tokyo, c'est de donner des grosses claques à tout le monde. Ouais, alors c'est vrai que j'ai fait aussi quelques parties sur BGA et je t'avouerai qu'il y a eu une partie avec un joueur qui nous a vraiment battus très rapidement avec quasiment uniquement des cartes. Ouais. Il a pris que des énergies, il a acheté vraiment des grosses cartes et là après il nous a éliminés en deux ou trois coups, c'était fini. Donc jusqu'à maintenant j'avais pas cette stratégie et c'est vrai que ces cartes il y en a beaucoup dans le jeu et puis j'ai l'impression que dans une partie, en tout cas dans les parties que j'ai faites, on achetait 1 ou 2 cartes et encore on les utilisait pas toujours bien et là je pense qu'il y a une vraie stratégie aussi à faire avec ces cartes d'énergie. Ouais. Ben, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir en reparler après dans notre thématique Board Game Arena parce que j'ai aussi d'autres choses à dire là-dessus. Moi, je vais embarquer je vais te couper avec ma première découverte de la semaine. Donc, pour vous faire une longue histoire très courte, la fin de semaine passée, j'avais mon enterrement de vie de garçon parce que oui, je me suis marié cet été, mais ça a été fait par après. Parce que je me suis marié en cachette. Donc, je l'ai dit à personne. Puis là, mes amis étaient outrés de savoir que j'aurais pas un bon bachelor party. Fait que moi, en fait, dans la dernière semaine, mes découvertes, c'est surtout des jeux de groupe. Parce qu'on était 6 gars. Donc, on avait... moi, j'ai amené presque que mes jeux à 6 joueurs et plus. Et puis, il y en a un que j'ai découvert que je suis tombé en amour avec. Je sais que Benji va rire parce qu'il dit que ça se dit pas, cette expression, tomber en amour avec un jeu. Mais... je vais quand même le dire. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Don't Get Got. Malheureusement, c'est un jeu qui existe qu'en anglais. Et puis, je trouve que c'est vraiment triste parce que c'est un jeu tellement unique. Donc, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, j'en avais parlé parce que c'est un jeu que j'ai eu à travers Kickstarter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans Don't Get Got? C'est un jeu qui se joue sur une durée indéterminée. C'est un jeu que, exemple, dans mon cas, que nous, on s'est vu du jeudi au lundi, on peut se dire directement en arrivant jeudi à notre lieu, notre destination, on peut dire, OK, on commence une partie de Don't Get Got.
Et puis, ce que ça veut dire, c'est qu'on a chaque joueur a un genre de porte-monnaie, un portefeuille, où il va devoir piocher des challenges, des défis à relever tout au long du temps qu'on est... ça peut être une soirée, hein, on pourrait dire, on fait ça toute une soirée, on peut faire ça sur toute une semaine, tout un mois, c'est à vous de décider. Et puis, à partir de ce moment-là, si quelqu'un voit que tu es en train de faire quelque chose pour un défi, il peut te dire « Ah, ça, tu es en train de le faire pour le défi. » Et s'il a raison, ben, tu es obligé de le mettre du côté échec. Si tu réussis à faire ton défi sur quelqu'un, là, tu peux lui dire « Ah, je t'ai eu. » Et puis, tu mets ça du côté réussite. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé à moi, qui m'a tellement blessé parce que je pensais qu'un ami voulait vraiment voir mes talents en yoga. J'ai un de mes amis qui m'avait dit, on parlait de yoga, et puis il m'a dit « Ah oui, mais toi, telle pose, est-ce que tu arrives à la faire? » Puis moi, je me mets par terre pour faire cette prise de yoga, et puis il me dit « Ah, je t'ai eu. » Puis c'était un de ses défis, c'est de faire en sorte que quelqu'un fasse une prise de yoga. Donc vous voyez, c'est vraiment je pourrais même pas comparer ça à un autre jeu parce que les sensations sont tellement uniques. Et puis ben, après ça, c'est regarder après une certaine durée de temps, c'est qui a réussi le plus de défis. Donc ça, c'est Don't Get Got. Comme je dis, malheureusement, pour le moment, ça n'existe pas en français. Mais si vous êtes très à l'aise avec l'anglais, vous avez un groupe qui sont capables de comprendre l'anglais, je vous suggère fortement d'aller regarder ce jeu-là. Il y a eu 2 éditions, donc l'édition normale, et il y a aussi eu l'édition qui a été faite par les gars de Shut Up and Sit Down, qui sont une chaîne YouTube anglaise assez connue. Donc ça, c'était pour mon premier choix. Est-ce que tu aurais un autre choix, une autre découverte récente pour nous, David? Oui, alors sur Board Game Arena, j'ai découvert là, il y a 2-3 jours, un jeu dont je vais le donner le titre en français. Hein. Il n'existe pas non plus à voir pour l'instant en français, mais en français, ça donne « Abandonner tous les artichauts ». Voilà, donc on Abandon all artichokes. Voilà, je te remercie. Ça a été beaucoup mieux dit que si je l'avais fait moi-même. Franchement, c'est un petit jeu très sympa dans le style de Sushi Go, auquel je me suis un peu lassé, mais c'est vrai que c'est sympa de le ressortir de nouveau avec des enfants. Et là, c'est un jeu fun, très simple, mais pas simpliste. Et les 2 premières parties que j'ai fait sur BGA, je me suis fait totalement humilier. Donc voilà, on a des cartes, on a des artichauts justement, et c'est le premier qui n'a plus d'artichauts dans sa main, dans sa défausse, qui gagne la partie. Et pour pouvoir se débarrasser de ces artichauts, eh bien, on doit à chaque tour prendre une carte d'un autre légume dans le jardin, donc une sorte comme pour les deck building avec la rivière, mais là c'est un jardin. On prend une carte qui a une fonction particulière et qui nous permet par exemple de défausser un artichaut ou de piocher la première carte dans la pioche de son adversaire, de la garder, de lui la rendre. Enfin, il y a toute une série de cartes différentes. Et c'est vrai que les 2 premières parties, les gars se sont retrouvés avec 0 artichaut, alors que moi j'en avais encore en tout cas la moitié de ce que j'avais au départ. Donc je pense qu'il y a quelques petites stratégies à faire, des bonnes cartes à prendre au bon moment, mais je l'ai trouvé plutôt fun, et peut-être que je l'achèterai pour y jouer de temps en temps comme ça, de nouveau sûrement avec mes filles. Ouais, c'est un jeu que j'ai aussi testé sur Board Game Arena. Je dois avouer qu'il est assez moche par contre. Les légumes, je les trouve assez dégueulasses. Ouais, alors c'est vrai que... Bon, il y a pire, ils sont marrants. Moi, je pense que ça peut bien marcher avec... C'est peut-être un peu dur. Ouais, ça va marcher avec une jeune audience. Ça, j'en doute pas. Ils vont trouver ça tout mignon avec leurs gros yeux. Ça va marcher, ça. Parfait. Et puis, bon, je vais vous donner ma dernière découverte de la semaine. Ça, c'est aussi... comme toi, donc avec King of New York, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, puis que j'ai redécouvert. Excuse, j'ai dit King of New York, mais toi, tu avais dit King of Tokyo. Voilà. Donc, c'est... je sais pas si tu as déjà joué à King of New York, mais... Non, j'ai jamais joué à cette version. Ok, bref, on va pas dévier du sujet. Donc, mon jeu que j'ai redécouvert, c'est un jeu qui s'appelle Top 10. Donc, encore une fois, comme je vous dis, j'ai fait surtout des jeux à 6 joueurs. C'est un jeu où on va... Vraiment un jeu d'ambiance très banal où à chacun son tour, il y a quelqu'un qui sera le capitaine
Et cette personne-ci va devoir donner une mise en scène, une situation où il y a une genre de jauge du meilleur au pire. Donc ça veut dire par exemple exprimer votre enthousiasme pour la prochaine saison de Game of Thrones du « je m'en fous » à « oh mon Dieu, c'est la meilleure chose au monde ». Donc ça, c'est un peu notre jauge de 1 à 10. Et puis tous les joueurs vont devoir prendre une carte qui est de 1 à 10 et bien sûr la cacher aux autres joueurs. Et ils devront ensuite donner une réponse qui pourrait m'aider à faire deviner quel numéro ils ont. Ensuite, moi, mon but, c'est simplement d'essayer de remettre leur réponse en ordre et puis de dévoiler les cartes et espérer qu'ils soient dans l'ordre. Donc, bien sûr, c'est sûr que ça peut peut-être sembler facile, surtout quand on a une carte genre 1 ou 10, là, on peut vraiment aller dans les extrêmes, mais quand on se retrouve avec une carte genre 4 ou même 7, là, ça devient difficile parce qu'il faut un peu gérer nos attentes, notre jauge, si on veut, pour que le capitaine puisse bien comprendre. Vous l'aurez compris, c'est un jeu coopératif, donc ça, c'est top 10. Un jeu super simple. En plus de ça, il y a des petits jetons licorne ou caca. Donc, ça veut dire que si tu te plantes en faisant l'ordre, ben, tu es obligé de prendre des caca. Et puis, si tu réussis, ben, tu as des licornes. C'est vraiment un jeu stupide d'ambiance. Mais nous, on a fait ça tout... je te dirais, on a fait, je pense, 7 parties en tout. C'est un jeu qui va très, très vite. Donc, si vous aimez les jeux d'ambiance, vous avez des groupes qui n'aiment pas trop se casser la tête, Top 10, c'est un excellent choix. J'ai vu d'ailleurs récemment qu'ils ont fait une version un peu XX adulte, donc avec peut-être des choses plus poussées, mais même sans, franchement, nous, on était tous des adultes, bon, avec des âges mentaux de garçons de 16 ans, mais bref, on s'est bien amusé avec Top 10. Je t'avouerais que c'est un des rares jeux d'ambiance qui est dans ma wishlist de plus de 400 titres, voire 500 bientôt. Je suis pas toujours... c'est pas que je suis pas bon public pour les jeux d'ambiance. S'il y en a un qui sort, je vais volontiers y jouer. Mais j'en ai pas forcément trop dans ma collection et c'est pas moi qui vais les sortir. Mais c'est vrai que Top 10 m'a fait de l'œil dès sa sortie. J'en ai pas fait l'acquisition, j'y ai pas encore joué, mais c'est vrai que j'ai trouvé le concept vraiment, vraiment cool. Et j'ai vu quelques parties sur YouTube qui m'ont bien donné envie d'essayer. Et je pense que ça doit être plus difficile qu'on pense à pouvoir classer des 7, 8, 9. Ça doit être, on doit bien rigoler. Ouais, mais bon, clairement, en fait, c'est un jeu qui est de plus en plus difficile, dépendamment du nombre de joueurs, parce que quand il y a toutes les cartes qui sont distribuées, de devoir mettre le 2 et le 3 en ordre, ça, c'est hyper difficile. Mais c'est vrai que moi, moi, je suis pas dans le même cas que toi. Moi, j'ai beaucoup de jeux d'ambiance, j'ai beaucoup de groupes qui aiment ces genres de jeux-là. Mais moi, c'est un jeu que, quand mon ami Raphaël du 400 coups, il m'en avait parlé pour me le vendre, j'avais peur que ça ressemble un peu à Cards Against Humanity et puis, comment il appelle, Blanc Manger Coco, ces choses-là. Ça, j'aime vraiment pas. Ça doit être parce que j'ai pas le même humour que les autres, mais cette idée de mettre 2 cartes qui sont déjà prédéterminées ensemble, ça me faisait pas rire, mais l'idée on travaille tous ensemble, le côté coopératif, et puis on veut, en fait, c'est vraiment ça, c'est que tout le monde autour de la table veut essayer de réussir l'ordre juste, donc quand on l'a, ben là, t'as un peu cette euphorie de « Yeah! » Donc, non, c'est vraiment... en tout cas, ben, je suis content que tu l'as sur ta wishlist, puis prochaine fois qu'on est là tous ensemble, il faudra faire une petite partie, je pense. Volontiers. Alors, pour le deuxième segment, je voulais qu'on aborde une thématique, donc, comme à chaque semaine, la semaine passée, on a parlé de les bons joueurs, les mauvais joueurs, et cette semaine, je voulais, avec David, qu'on parle de Board Game Arena, puis bon, en particulier Board Game Arena, mais toutes les plateformes de jeux en ligne, parce que c'est quelque chose qui est devenu très, très populaire, plus que d'habitude, à cause, bien sûr, du confinement, du COVID. J'ai des souvenirs d'avoir embarqué sur Board Game Arena et puis qu'il y a tout qui plantait, il y avait trop de gens sur le serveur. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, fait beaucoup plus partie de nos vies maintenant qu'avant le COVID. Donc, je vais d'abord te poser la question, David, parce que moi, je sais qu'une chose qui est assez intéressante avec comment nous deux, on parle assez souvent de Board Game Arena. Moi, je sais que toi, tu es quelqu'un qui joue très souvent en tour par tour. Exactement, je fais quasiment que des tours par tour, sauf durant la période confinement, ou plutôt semi-confinement qu'on a eu en Suisse, où on pouvait plus se réunir autour d'une table pour jouer, donc avec les groupes d'amis habituels avec qui j'avais l'habitude de jouer, on se retrouvait
sur Board Game Arena tous les mercredis soirs pour faire des parties en temps réel ensemble. Mais sinon, seul, je joue quasiment uniquement en tour par tour. Mais moi, c'est pour ça que je veux t'en parler, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai eu essayé de faire, et puis j'ai vraiment de la misère à accrocher, à me dire, il y a quelque chose que je me dis, d'une journée à l'autre, le temps que je revienne à la partie, j'ai complètement oublié l'intérêt, où je me dis, mais c'est où déjà que je devais faire mon mouvement et tout. Je sais qu'on a des endroits où on peut mettre des notes, de s'écrire un peu des rappels de « Ah oui, c'est ça que je voulais faire », de ne pas oublier. Peut-être juste pour ceux qui ne savent absolument pas de quoi on parle, donc sur Board Game Arena, c'est une plateforme de jeux de société en ligne. Vous avez deux options, soit de jouer en temps réel, ce qui veut dire en live, de jouer avec des vraies personnes, ou vous avez l'option de tour par tour, ce qui veut dire vous jouez votre tour, et puis les autres joueurs, ils ont jusqu'à, je pense, 24 ou 48 heures pour eux jouer leur tour. Ça veut dire qu'une partie peut prendre en moyenne une semaine, mais au moins vous n'avez pas le désavantage de devoir attendre que tout le monde joue, ce qui, des fois, je peux le comprendre, être très long. Donc, je sais que toi, tu le fais beaucoup. Moi, je t'avoue que, comme je le disais, j'ai vraiment de la misère à savoir c'est quoi que je voulais faire le dernier tour et tout. Tu trouves quand même un intérêt à finir une partie une semaine plus tard? Oui, j'adore ça personnellement et c'est vrai que je peux comprendre ton étonnement parce que t'es pas le premier à me le dire. Pas mal de gens à qui j'en ai parlé trouvaient vraiment bizarre la façon dont je jouais et je jonglais de partie en partie. Il faut comprendre que j'ai entre 40 et 50 parties en cours continuellement. Et à chaque fois que je me branche, mais j'y vais le temps de boire un café, le temps je me pose sur le canapé en début de soirée, je fais mi-tour, le matin, après m'être préparé avant de commencer à travailler, je fais mes petits tours, et j'enchaîne comme ça, je saute de table en table, et je fais un coup, et ensuite j'attends que ça soit à nouveau mon tour, et j'ai souvent, à chaque fois que je me connecte, une vingtaine de tables à jouer. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que justement on n'attend jamais. On n'attend pas que l'autre joue, parce que dès qu'on a joué, eh bien, on passe à la table suivante où on arrête, et puis la fois suivante on va se connecter, eh bien, on va retrouver nos parties dont c'est à nous de jouer. Alors c'est vrai que parfois on oublie un petit peu, et si on veut jouer les meilleurs coups possibles, ça va être compliqué, ou alors il faudra prendre beaucoup de notes. Ça m'arrivait de prendre des notes sur certains jeux, je le fais de moins en moins. J'essaye de ne pas lancer 12 parties de gros jeux, du même gros jeu en même temps, parce que sinon là on peut un peu s'embrouiller, et puis ça peut devenir un peu pénible. Mais c'est vrai qu'il y a des parties qui durent plusieurs semaines. Et c'est vrai que certains jeux, ça peut être un peu frustrant, comme mon exemple, c'est l'Âge de pierre à 4 joueurs. On a tellement peu de choses à faire, hein, c'est-à-dire qu'on place un ouvrier, poum, et c'est déjà fini. Donc c'est vrai que là, on a l'impression qu'on fait pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y a des jeux, des fois, qui s'y prêtent un petit peu mieux, mais je suis assez bon joueur et je joue un peu à tout. Et si je ne joue pas trop en temps réel, c'est parce qu'à partir du moment où j'ai le temps de faire une partie en temps réel, eh bien, je vais plutôt la faire en vrai. Donc, je vais plutôt aller chercher une boîte, l'installer, jouer avec du monde ou tout seul, parce que je fais pas mal aussi de parties solo. J'aime beaucoup ça avec les jeux qui s'y prêtent bien. Et il y en a de plus en plus. Ouais. Mais est-ce que... En fait, je pense que c'était ça mon problème, c'est que maintenant tu le dis, le fait de jouer, je pense, 50 parties, t'es jamais vraiment obligé d'attendre, parce que, comme tu le dis, t'en as toujours au moins 20 en attente. Je pense que moi, mon problème, c'est que les fois où j'ai fait ça, j'avais genre 2 parties. Ça veut dire que moi, je faisais mon tour, j'avais hâte de rejouer, puis il fallait que j'attende des fois jusqu'à une journée. Donc, je pense que si j'avais à refaire, il faudrait peut-être que je réfléchisse à ça, d'essayer de dire je m'en pars beaucoup. Comme ça, ça me laisse le temps d'avoir un peu d'excitation sur les différents jeux que je vais faire. C'est ça, puis c'est sympa parce que tu
tu fais un coup de Lucky Numbers, pouf, tu passes au jeu suivant, tu arrives sur les châteaux de Bourgogne, pouf, tu passes au suivant, tu tombes sur Can't Stop, etc. Puis tu passes hyper vite tous ces tours et je trouve ça plutôt fun. Et c'est ça qui crée finalement une réelle différence avec le jeu réel où on se consacre qu'à un seul jeu à la fois. Enfin, je suppose qu'on est tous faits plus ou moins pareil. Hein. Je ne pense pas qu'on joue sur plusieurs tables en même temps, quoique. Voilà, donc c'est pour cela que je le joue en tour par tour. Et puis, est-ce que tu favorises surtout les jeux qui sont comme des gros jeux, entre guillemets, ou j'ai vu que tu as aussi parlé de Lucky Numbers, qui est un jeu qui va assez rapidement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu dois tenir en compte quand tu choisis de partir une partie à tour par tour, par exemple? Non, pas forcément. J'aime bien avoir toute une série de petits jeux et aussi des gros jeux. Après, c'est vrai que pour les gros jeux, je vais plutôt jouer à ceux que je connais déjà, auxquels j'ai déjà joué physiquement. Et je ne vais pas forcément commencer à découvrir un gros jeu sur BGA. Des petits jeux, pas de problème, on regarde une vidéo règle de 20-30 minutes. Les gros jeux, j'aime bien soit les connaître, soit alors les découvrir dans la vraie vie avant de retourner sur Board Game Arena pour y jouer. Comme par exemple les Ruines perdues de Narak, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup. Il est sur Board Game Arena, mais je ne veux pas forcément y jouer sur Board Game Arena avant d'y avoir joué en vrai. Il y a bien assez de jeux, d'autres jeux sur Board Game Arena, sans que j'ai besoin de me plonger dans des gros jeux que je ne connais pas. Mais peut-être que ça changera. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi j'ai eu la même réflexion avec Lost Runes of Narak, là, Arnak. C'est que moi je me suis dit, j'ai aussi dit, est-ce que je regarde une vidéo de 30 minutes pour ensuite jouer à un jeu sur mon ordinateur? Je suis d'accord avec toi, je pense que, en fait, des fois ce qui m'arrive avec les gros jeux sur Board Game Arena, c'est que je préfère faire une partie un peu rapido en réel, et puis après ça, de jouer en ligne sur Board Game Arena, souvent je me rends compte de plein de petites règles que je faisais faux. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec Teotihuacan, un jeu que je jouais énormément avec ma conjointe en présentiel, et puis quand j'ai commencé à jouer sur Internet, je voyais il y avait une mini différence, mais c'est quelque chose qui changeait quand même beaucoup, puis je me suis dit, je suis content qu'on ait quand même cette option-là de pouvoir faire des tests avec un ordinateur qui te met directement les règles justes. Ça, c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir finalement un arbitre qui va te permettre de faire que ce que tu as le droit de faire. Après, parfois, moi, ce qui m'arrive aussi, c'est que je joue régulièrement un jeu sur Board Game Arena, donc je me dis, c'est bon, je connais les règles, et je vais le sortir pour la première fois sur une table, et puis là, tout d'un coup, je vais me dire, c'est un peu le moment de solitude, où tout le monde est là pour jouer, puis je me dis, oulala, mon Dieu, mais il faut que je me débrouille tout seul, il faut que je l'explique, et là, il n'y a plus l'ordinateur pour faire coach. Toute la mise en place, tous les trucs, combien on donne déjà de cartes, où on met ça, comment on dispose les trucs, enfin voilà, on se pose plein de questions qu'on n'a pas à se poser quand on est sur la plateforme en ligne. Ouais. Et puis, donc, on va un peu changer le sujet ici, mais donc toi qui fais beaucoup du tour par tour, est-ce que tu as ce problème avec je me souviens plus comment ils appellent ça exactement, je crois que c'est les rangs ILO, tu sais, cette idée qu'on a des scores qui représentent notre rang sur la plateforme. Est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir un jeu où tu as un très bon rang et puis tu deviens presque compétitif parce qu'il faut que tu... Je pense que je vais te donner d'abord mon exemple, peut-être que tu vas mieux comprendre ce que je veux dire, mais moi, le fait de jouer en temps réel, c'est que je vois mon score bouger en temps réel. Et puis moi, j'ai été... une de mes grandes fiertés dans la vie, c'est que j'étais dans le top 3 des joueurs sur Nidavellir. Puis je l'ai été quand même une bonne semaine. Et puis d'un coup, je me suis mis à enchaîner 2-3 défaites de suite. Et puis je suis plongé jusqu'à la 50e. Et puis ça me faisait vraiment une angoisse de voir ce score baisser. Et puis après moi, je me dis, au final, on s'en fout parce que ça change rien dans ma vie. Mais est-ce que tu as ce même problème-là avec de faire des parties en tour par tour ou en temps réel ou ça change absolument rien pour toi? Alors, c'est vrai que c'est pareil, mais j'ai pas été aussi bien classé que toi, je pense, sur une période assez longue à un jeu. Il y a un petit jeu Dungeon Roll où j'étais vraiment pas mal.
Mais c'est vrai qu'après, il suffit d'aligner 2-3 défaites et on descend vite. Et je joue à tellement de jeux différents qu'il n'y a aucun jeu où j'ai l'impression je ne veux pas dire d'être imbattable, mais en tout cas d'avoir assez peu de chances de perdre. Donc ça me prend pas plus la tête que ça, mais c'est vrai que je suis content quand j'ai réussi à franchir toutes les ligues des saisons d'arène. Et puis, est-ce que toi, tu as un style de jeu ou peut-être un jeu spécifique que tu pourrais me dire maintenant que tu dis, ça, c'est vraiment un jeu que je préfère jouer sur Board Game Arena qu'autour d'une table? Écoute, c'est assez difficile à te répondre comme ça. Alors, tu as parlé de Nidavellir avant. Nidavellir, je t'avouerai, j'ai un peu honte, mais j'y ai jamais joué en vrai. J'ai toujours joué en ligne. Je voulais me l'acheter, mais finalement, j'en ai pas encore fait l'acquisition. Et avec la façon de compter les points, alors je sais qu'il y a une application qui aide pour ça, mais là j'ai l'impression que c'est un pur bonheur d'avoir le système qui calcule tout pour nous. Mais j'ai plus souvent peut-être l'impression d'avoir des jeux qui se prêtent moins quand même à des parties en ligne, surtout pour la lisibilité, ou l'absence d'échange, de regard ou tout simplement de discussion avec les autres personnes autour de la table. Donc dans l'autre sens, un jeu où je me dis ouais, ça c'est bien mieux sur Board Game Arena qu'en vrai, j'en ai pas qui me vient à l'esprit là. Nidavellir, ce que toi tu dis qui est quelque chose que tu n'aimerais pas, le fait de devoir compter les points, je pense que c'est le point faible de Nidavellir en ligne, c'est que tu vois le score en temps réel. Ça veut dire que vraiment ça va dicter ton choix des cartes. Tu vois, si tu as une carte que tu vois qu'elle vaut 8, puis tu vois que ça te prend que 8 pour battre ton adversaire, tu vas même pas te poser la question, tu vas la prendre. Tandis que quand tu fais une partie en présentiel, c'est presque impossible d'être capable de compter le nombre de points que tout le monde a autour de la table. Donc, ça, c'est vrai. Puis je pense, franchement, c'est une des raisons pourquoi je gagne assez souvent en ligne. Et puis en présentiel, je pars tout le temps. Je pense que j'ai vraiment de la peine à être capable de faire ce calcul autour de la table. Après, c'est une façon différente de jouer. Moi, je peux dire clairement les choses que je préfère de loin sur Board Game Arena, c'est les jeux très rapides. Moi, je fais énormément de Trek 12. Je trouve que c'est l'exemple typique. Le fait que les dés ils roulent seuls et puis que c'est simplement une fois que tout le monde a écrit son chiffre, on passe au prochain. J'avoue que c'est un des rares jeux que je me dis je préfère de loin jouer en ligne. Surtout que pour moi, c'est un jeu qui se joue très vite. Vu que moi, la majorité de mes parties que je fais sur Board Game Arena, c'est dans les transports publics, c'est entre deux moments de la journée où je suis occupé, j'ai besoin que ce soit des parties rapides. Donc le fait de devoir sortir, de donner une petite feuille à tout le monde, tout pour jouer à Trek 12, je vais jouer à autre chose. Donc je pense qu'il y a un intérêt pour les jeux qui sont rapides. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis en train de devenir fou parce qu'ils ont sorti une nouvelle carte sur Trek 12 qui prend 3 fois plus de temps. Tu l'as vécu avec moi quand on a fait le Twitch. Là, j'ai bien aimé, moi. Je l'avais jamais fait. Toi, tu l'as bien aimé? J'ai été moins ridicule que la partie d'avant, je crois. C'est pour ça. Ouais. Mais bon, quand ton intérêt pour ce jeu, c'est de jouer rapidement, c'est sûr que ça perd tout son intérêt. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'en général, si j'ai le choix, bien sûr, pour moi, c'est clair que je vais tourner vers un jeu de plateau plutôt qu'un jeu en ligne. Alors, pour la question de la semaine, qui est en lien avec Board Game Arena, je voulais vous demander, à vous la communauté, dites-nous quel est votre jeu idéal à jouer en ligne. Ça peut être sur Board Game Arena ou autre. Donc, un jeu qui est pour vous mieux ou presque que sa version en présentiel. Donc, comme moi, j'ai donné l'exemple de Trek 12, donnez-nous les vôtres et puis envoyez ça à jouton@gmail.com. Donc, je vous l'épelle encore une fois, joueton@gmail.com. Ou arrobas, je pense qu'on dit en Europe. C'est égal. Mais tu sais que maintenant que tu reposes la question et que tu as parlé de Trek 12, il y en a un autre aussi où il faut prendre sa petite feuille et son crayon, que là également je n'ai jamais joué en vrai et je pense qu'il est beaucoup plus agréable à jouer en ligne, c'est Railroad Inc. Je ne sais pas si tu as déjà joué. Ah oui, Railroad Inc. Ouais. Voilà, avec l'accent, exactement, c'est beaucoup mieux. Ça me fait plaisir de vous corriger sur l'anglais. C'est mon métier de ta fait. Non, là, celui-là, j'ai l'impression que
si je devais compter les points à la fin de la partie, je ferais assez souvent des fautes. Je gommerais tout le temps. J'ai l'impression que je serais tout le temps en train de gommer, parce que j'arrête pas d'annuler ce que je fais. Donc pour ça, il est vraiment top sur BGA. Ouais, donc ça veut dire que les deux exemples qu'on a, on a des roll and write. Donc il y a peut-être un lien là à être fait du fait qu'en plus, on n'a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. C'est peut-être pour ça qu'on y trouve pas nécessairement un défaut en ligne. Donc, envoyez-nous ça, vos réponses à jouton@gmail.com et puis nous, on va lire ça la semaine prochaine avec Benji. Comme ça, peut-être que lui aussi pourra nous dire si lui en a un. Je sais que lui, je pense qu'il joue pas mal moins que nous deux à ça. Donc maintenant, on va passer à notre dernier segment qui est le fameux top 5. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour celui-ci de pas nécessairement donner nos top 5 préférés, mais je me suis dit, vu qu'on parle de Board Game Arena cet épisode-ci, on pourrait donner notre top 5 des jeux qu'on a le plus joué sur Board Game Arena. Vu que si on va sur notre profil, on peut voir ces stats-là. Puis je pense que c'est assez intéressant parce qu'on comparait nos statistiques avant. Et puis moi, j'ai beaucoup plus de jeux que je joue très souvent. Alors que toi, tu as un total qui est plus élevé que le mien, c'est juste. Exactement, oui. C'est vrai que je joue à beaucoup de jeux différents. Certains jeux, je les laisse de côté aussi pendant plus ou moins longtemps pour y revenir par la suite. Mais en comparant nos statistiques, effectivement, tu avais beaucoup plus de parties jouées au même jeu que moi. Parce que, rappelle-moi ton total de parties jouées, est-ce que tu le sais par cœur ou à peu près? Alors, c'est pas loin de 4000. Ouais, donc moi je suis à 3020 parties jouées. Donc, je pense que j'ai plus l'habitude de trouver un jeu que j'aime et puis jouer à ça pendant 2-3 mois avant de changer pour autre chose. Donc, je vais te laisser commencer avec ton numéro 5. Donc, dis-nous d'abord le nombre de parties jouées et puis c'est quoi le nom du jeu? Alors, le numéro 5 est avec 162 parties, King Domino. Alors, vraiment un jeu que j'apprécie aussi bien à poser sur une table qu'en ligne. Maintenant, finalement, j'y ai pas joué tant que ça, 162 parties. C'est pas non plus en un peu moins de 2 ans, c'est pas énorme. Enfin, certains pourraient dire que ça l'est, mais moi, je ne trouve pas plus que ça. Mais ça fait longtemps que j'y ai plus trop joué. C'est vrai que je suis un peu passé à autre chose maintenant, mais de temps en temps, tout d'un coup, je vais peut-être m'inscrire aussi à un tournoi. Je vois passer un tournoi, je me dis tiens, pourquoi pas un tournoi toujours au tour par tour, King Domino, et puis je perds au premier ou au deuxième tour, puis comme ça dure pas trop longtemps. C'est drôle parce qu'en fait, moi, je l'avais en 6e position. Et puis même mon 6e, j'ai joué plus que toi. Voilà. J'ai 258 parties de King Domino, mais il n'a pas fait mon top 5. Moi, mon numéro 5, avec 344 parties jouées, c'est Nidavellir. Donc, on vient juste d'en parler. Celui-là, j'ai joué énormément. Là, j'ai beaucoup refroidi. Je fais peut-être une partie par semaine maintenant. Mais il y a eu un moment où je jouais, je pense, 5 parties faciles par jour. Donc, encore une fois, dans les transports publics, mais peut-être une petite avant d'aller se coucher. Hein. Donc, Nidavellir, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, pas nécessairement sur le podcast. C'est un jeu où on va devoir recruter des nains dans des tavernes. C'est un jeu où on aura un système de drafting, mais pas nécessairement du drafting de cartes, mais plutôt du drafting de pièces. Donc, plus notre pièce est élevée, plus lorsqu'on va miser dans les tavernes, on aura les meilleurs choix dans les nains qui sont disponibles dans les tavernes. Ça, c'est vraiment grosso modo le jeu. Je l'avais mis au numéro 1 de ma liste des top 10 jeux de l'année dernière. C'est un jeu que j'adore. Puis comme je l'ai dit, je vais quand même le redire parce que ça arrive pas souvent que je suis bon dans des jeux de société. Mais j'étais 3e au monde. Donc sur Board Game Arena, je faisais énormément de parties. Et je vous ai même fait une vidéo d'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne YouTube, où c'est moi qui joue une partie, où je vous montre ma stratégie, un peu comment gagner à ce jeu. Et puis en plus de ça, c'est une partie que je perds. Donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment gagner, et puis j'ai perdu. Alors, ton numéro 4, David. Alors, mon numéro 4 avec 168 parties, c'est Seven Wonders. Non pas Seven Wonders Duel, mais Seven Wonders tout seul.
Ça aussi, un peu comme King Domino, j'ai fait pas mal de parties l'année dernière et j'y ai plus trop joué. Je viens de relancer une partie hier en me disant « Ah bah tiens, il est dans mon top 5, pourquoi pas y rejouer ?» Et c'est vrai Aussi en tour par tour ou... Oui, oui, aussi au tour par tour, effectivement. Je l'ai en boîte, je l'ai pas sorti aussi souvent que ça. J'y avais presque plus joué avant de l'avoir chez un ami que depuis que je l'ai. J'ai tellement d'autres jeux aussi à tester et finalement des jeux qui peut-être ont dépassé maintenant avec les années, ont dépassé Seven Wonders, même si ça reste un jeu vraiment sympa à partager. C'est drôle parce que moi, mon numéro 4, c'est Seven Wonders Duel. Ah, bah donc, voilà. Et puis, donc, 345 parties. Donc, qu'une petite partie de plus que Nidavellir. Ça me donne presque envie de faire 2 parties de Nidavellir juste pour le dépasser. Donc, Seven Wonders Duel, j'en ai parlé la semaine passée dans le top 5, je vais pas en reparler. Par contre, on a eu la discussion avec Benji, je me souviens plus si ça l'avait fait le podcast ou pas, puis j'aimerais entendre ton opinion. Si tu as le choix entre Seven Wonders Duel ou Seven Wonders que tu gardes dans ta ludothèque, tu gardes lequel? Bah, je crois que je vais garder le duel, parce que je le sors beaucoup plus facilement. Ouais. Et ça reste, j'ai entendu votre top, ça reste vraiment un jeu à avoir, un jeu à 2 joueurs à avoir, même si aussi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti, mais j'ai acheté pas mal de nouveaux jeux à 2 joueurs exclusivement, mais ça reste un super jeu et je garderai la version duel. Ouais. Ton numéro 3? Alors, mon numéro 3... avec 174 parties, donc on est très proche au nombre de parties de ces jeux. C'est Mille Sabords. Très proche de moi. Ah, non, j'en suis loin. Donc Mille Sabords, un jeu de dés, de hasard, de pousse ta chance. Aussi, j'adore cette expression pousse ta chance. J'adore écouter des podcasts ou des vidéos YouTube de Québécois. Il y a des expressions qui sont juste incroyables et qui sont tu veux dire push your luck? Francisées. Ouais, exactement. Et j'adore ça, le pousse ta chance, le divulgage. On va pas divulgacher. J'adore ces expressions-là. Donc bravo et merci à nos amis québécois, dont tu ça fais nous partie, fait plaisir. bien entendu. Donc voilà, Mille Sabords, le petit jeu de dés, c'est vrai que ça remplace pas le lancement de dés comme ça, mais j'avais fait beaucoup de parties aussi en tournoi, c'est pour ça qu'il est en aussi bonne position. Puis c'est un jeu qui tourne bien, où voilà, on enchaîne les parties et on s'en lasse pas forcément tant que ça, surtout que voilà, j'ai le niveau qui est assez correct dans le classement, donc j'en fais volontiers régulièrement. Ouais. Alors moi, en 3, j'ai un jeu, il me semble que tu en as glissé un mot avant que tu en avais marre, tu voulais plus jouer. Donc, Sushi Go, j'ai fait 403 parties en ligne. Ça, c'est un que j'avoue qu'en regardant ma liste, j'aurais pas pensé que j'avais autant joué. Je pense que c'est vraiment clairement pendant le confinement. Des journées où j'avais pas encore parti la chaîne YouTube, je savais pas trop quoi faire. Je pense que j'ai fait beaucoup de Sushi Go. J'ai un j'ai un souvenir très clair de moi qui va promener mon chien en jouant à Sushi Go. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parties que j'ai fait avec une laisse de chien au bout de la main. Donc Sushi Go, très simple, hein, le jeu de drafting de cartes où on va essayer de faire des combos avec des différents types de sushis. C'est un jeu que j'ai aussi en présentiel, donc dans ma ludothèque. Moi, j'ai la version party qui peut jouer à plusieurs, que je trouve qui est bien mieux que l'autre, mais ça, c'est une autre discussion à avoir peut-être une autre fois. Donc ça, c'est pour Sushi Go, 403 parties en 3e position. Parfait. Alors, ma 2e position, alors là, de nouveau, un jeu push your luck, avec 286 parties, 286 parties, c'est Can't Stop. Donc là aussi, un petit jeu que j'avais acheté d'occasion. J'ai sorti quelques fois avec mes filles, parce qu'en plus, ça les apprend un peu à additionner 2 chiffres. Oui, donc voilà, ça les aide un peu. Et c'est assez sympa, mais voilà, ça révolutionne rien du tout. Mais j'aime bien, même en ligne,
chaque fois dire allez, je relance encore une fois les dés parce que je vais réussir à gravir cette montagne. Il me faut un set, les sets ils sortent tout le temps, il sort une fois, il sort 2 fois, il sort 3 fois, il faut qu'il sorte 4 fois et la 4e fois il sort pas et bam, et on redescend tout. Et même en jouant tout seul comme ça devant mon écran, il y a des moments où vraiment tout le monde qui est autour de moi se retourne parce que j'ai une réaction d'agacement complet. Et c'est vrai que c'est un des rares jeux, de petits jeux comme ça qui procure ce genre de réaction, même s'il est très très simple à la portée de tous. Bon, c'est aussi mon numéro 2. Donc, voilà. Can't Stop. 480 parties. Voilà. Beaucoup plus de parties, oui. Mais ça, c'est un que je me souviens, en fait, que je jouais il y a plusieurs années, et puis j'avais pris une grande pause de Board Game Arena, mais c'est un jeu que je pense que la majorité de mes parties, je les ai fait il y a peut-être 2-3 ans. C'est d'ailleurs le jeu que quand on crée un compte sur Board Game Arena, ils te montrent un exemple de comment jouer un jeu. C'est Can't Stop qu'ils utilisent. Okay. Et puis, franchement, c'est la meilleure. Si vous voulez montrer à quelqu'un un jeu de push your luck, pousse ta chance, Can't Stop, c'est un des plus simples, les plus... Bon, je sais pas si c'est un des plus simples, mais franchement, c'est mon préféré dans les petits jeux faciles de push your luck. C'est facile, tu lances 4 dés, tu prends 2 additions de ton choix, et puis tu vas augmenter sur ces colonnes-là. Si tu n'as aucun choix possible parce qu'il n'y a aucune addition qui fait ton affaire dans les 3 choix que tu auras pris, ben tu ne peux pas monter et puis tu perds tout ton avancement. D'ailleurs, c'est un jeu que il est très difficile à trouver. J'ai remarqué que la majorité des magasins l'ont pu. Rupture de stock tout le temps. Moi, j'en avais tellement marre de ne pas le trouver que j'en ai créé un moi-même. J'ai simplement trouvé une fiche sur Internet. Je l'ai plastifié. J'ai tellement de vieilles pièces de jeu, donc j'ai été capable de m'en créer un avec 4 dés. Et puis, je sors ça avec des amis. Puis, il y a toujours quelqu'un qui va faire un commentaire genre pourtant ça a l'air de rien, ça a l'air tellement simple, mais il y a tellement de plaisir à voir avec ce jeu-là. Exactement. Ouais, moi je l'avais acheté d'occasion sur Ocaseo, je crois, en France. Ouais. Il me semble que j'ai cru voir passer une photo d'une réédition, des choses comme ça. Bon, c'est possible. Mais maintenant, c'est vrai que je m'intéresse moins. Est-ce que tu as la version avec la petite montagne? Alors je sais pas si elle est petite ou grande, en tout cas elle recouvre tout le plateau. Il y a un mode jour d'un côté, un mode nuit de l'autre. Ouais. Voilà tout ce que je peux te dire, mais oui, c'est la montagne. Est-ce que toi tu joues aussi avec cette règle? Moi j'ai un groupe d'amis de Fribourg où on a une genre de règle que si il y a quelqu'un qui a poser ses 3 pions sur le 6, le 7 et le 8, il peut pas s'arrêter. Il faut qu'il aille jusque soit parce qu'il gagne ou parce qu'il perd. On appelle ça l'autoroute. Il faut que tu ailles all or nothing. Ok, non, alors pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait cette règle obscure qui... Ah, mais c'est peut-être une règle qu'on a inventée autour... c'est ça. C'est peut-être une règle qu'on a inventée autour de 3-4 bières en trop. Alors, ton numéro 1, David? Alors, mon numéro 1, eh bien, c'est les Cités perdues. Le jeu de cartes de Rainer Knizia. Un jeu hyper connu aussi en vrai, et c'est vrai que je ne l'ai pas. Je te l'avais emprunté d'ailleurs dernièrement. Avec mes 372 parties, je pensais pouvoir éclater mon épouse à ce jeu lors de nos vacances, et elle me l'a mis sévère pour notre première partie, et je crois même la deuxième. Voilà, donc je me suis dit, bon, t'as beau avoir fait 372 parties sur Board Game Arena, tu n'es pas bon pour autant, mais ça reste aussi un jeu avec un peu de chance au niveau de la pioche, mais j'aime bien son côté stratégique. C'est vraiment un jeu qui tourne super bien, qui est vite installé, qui prend peu de place pour sa version boîte. Donc voilà. Un jeu que je recommande et qui est aussi très facile d'apprentissage à tout type de joueurs. Et ça, bien sûr, c'est la version 2 joueurs dont je parle, parce que je sais qu'ils ont sorti toute une série de jeux de plateau, de jeux de déclinaison, exactement, oui. C'est drôle parce que je pense qu'il était numéro 6 sur ma liste des top 5 2 joueurs. Il a juste pas fait ma liste, mais c'est franchement un jeu que j'aime aussi beaucoup. Moi j'ai juste fait 20 parties sur Board Game Arena, donc enfin un jeu que tu as plus joué que moi. Ouais.
Alors moi, mon premier, avec 537 parties, je dois en avoir fait 3 de plus aujourd'hui. Trek 12, je joue énormément à ce jeu. Parce que justement, comme je l'ai dit avant, pour moi, c'est la meilleure façon de jouer à ce jeu. C'est rapidement, tac, tac. Tu regardes ton score, tu fais mieux que la dernière fois, tu fais pas mieux, tu peux passer à autre chose. J'adore ce jeu. J'ai vu qu'ils vont faire une version Amazonie. Je pense que c'est un peu comme une suite avec des nouvelles montagnes. J'avoue que je sais pas si je vais l'acheter en présentiel. Je vais peut-être pas l'ajouter à ma ludothèque. Je vais croiser les doigts et espérer qu'ils nous sortent les cartes sur Board Game Arena. Donc comme ça va me donner encore moins de chances de tomber sur la fameuse Zen Trek. C'est un peu comme la version, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais de King Domino qui va sortir en octobre, là, sur le thème de la préhistoire. Oui, c'est King Domino Origin, non? Voilà, exactement. C'est vrai que c'est des nouvelles versions qui sont certainement qui vont un petit peu plus loin, en espérant que ça aille pas trop loin de l'original pour le complexifier inutilement. Mais quand on a ou qu'on achète autant de jeux que nous, est-ce que c'est vraiment utile de racheter comme ça les séries? Alors je sais que le King Domino Origin, on retrouve à l'intérieur, on peut jouer version King Domino normale. Et puis il y a plusieurs genres d'extensions, de niveaux qu'on ajoute. Donc c'est vrai qu'on pourrait très bien se dire, bah tiens, je revends l'ancien et j'achète celui-ci. C'est peut-être ce que je vais faire. Trek 12, moi j'ai pas encore ouvert toutes les enveloppes. Ouais. J'avoue, j'y joue de temps en temps comme ça, en équipe, mais on n'a jamais été à fond dans viser les objectifs pour ouvrir les enveloppes. Donc on a dû en ouvrir 2. Donc voilà, j'ai encore des choses à découvrir dans Trek 12, mais c'est vrai que c'est un super jeu à jouer en ligne. Et là, je suis en train de rattraper mon retard. Alors sans doute que je ne te rattraperai jamais, mais vu les défaites que j'ai alignées la semaine passée face à toi, je me dis qu'il faut que je m'entraîne parce qu'il y a du chemin à faire. Ouais, j'ai remarqué que je faisais un peu n'importe quoi et à mon avis, j'ai appris quand même quelques techniques vu que j'en ai gagné 2 aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout pour le top 5. Si vous décidez de nous écrire un email concernant vos jeux préférés sur Board Game Arena, n'hésitez pas à aussi nous mettre votre top 5, donc les jeux que vous avez le plus joué sur Board Game Arena, et puis on va en parler la semaine prochaine. Avant de partir, David, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de jeter un œil aux jeux qui sont en ce moment soit en bêta ou en alpha sur Board Game Arena, pour un peu dire ceux qu'on n'a pas encore testés puis qu'on aurait bien hâte d'essayer. Tapestry, c'est vraiment un jeu, quand je l'ai ouvert la première fois, donc c'est une assez grosse boîte, hein, il y a des figurines prépeintes à l'intérieur, donc une boîte qui fait son poids, et on prend le manuel de règles, et en fait il y a 2 feuilles. Et moi je me suis dit, mais ils ont oublié de me mettre les règles, c'est pas possible. J'ai dit, il manque quelque chose. Et on lit ça, on se dit, mais il manque, je ne peux pas jouer, c'est pas possible. Et on se lance, et en fait, oui, c'est tellement simple au niveau du mécanisme, mais tellement profond dans l'optimisation. Donc, c'est vraiment un jeu où on a 4 pistes. Des pistes de technologie, de sciences, militaires, et puis la dernière m'échappe. Et on doit simplement choisir sur quelle piste on avance d'une case à notre tour, et on doit dépenser plus ou moins de ressources pour pouvoir avancer sur cette piste. Et chaque case de la piste permet d'effectuer d'autres actions. Donc ça déclenche, la piste déclenche une action qui peut éventuellement en déclencher une autre, etc. C'est un jeu avec une mécanique d'engine building où voilà, on va optimiser, on va choisir nos pistes et on va chaque action va en déclencher une autre. Donc on a tendance, et principalement moi, à vouloir monter un peu sur chaque piste, ce qui est forcément déconseillé parce que si on est moyen partout, bah on reste moyen jusqu'à la fin, mais les pistes sont tellement différentes
c'est top. Et puis on a des petits plateaux personnels, on récupère des bâtiments qui sont en figurines plutôt pas mal. Moi qui les peins pas, j'étais bien content d'avoir ces figurines pré-peintes. On a des bâtiments qu'on doit placer sur un territoire. Ouais, c'est assez rare. Je vois quelques projets maintenant où il y a quelques jeux avec des figurines pré-peintes, ou alors après c'est dans des extensions qu'on peut ajouter à nos pledges sur Kickstarter. Mais voilà, on a notre petit plateau personnel avec un terrain, et puis on doit placer nos bâtiments qu'on a récupérés si on est le premier à arriver dans une zone, pour pouvoir de nouveau gagner des ressources, etc. Donc c'est vraiment un super jeu. Et je ne sais pas si tu y as déjà joué. Pas du tout, mais je regarde en ce moment, c'est Stegmaier qui fait ce jeu. C'est le même que Scythe, right? Exactement. Ouais, moi, j'ai des mauvaises expériences avec Scythe, mais oui, j'ai cru en général, j'aime bien ces jeux. Donc, mais non, j'avoue que c'est un qui me faisait de l'œil, que j'ai vraiment d'ailleurs passé proche à acheter. Donc, je pense que c'est franchement quelque chose que je vais essayer sur Board Game Arena. J'ai vu qu'ils ont aussi, en alpha, ils ont Parks, un jeu que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu as déjà joué à Parks. Oui, j'ai déjà joué. C'est vrai que c'est un jeu qui passe très bien avec un groupe d'amis qui aiment beaucoup jouer, mais finalement qui jouent assez rarement. Donc, j'ai trop tendance des fois à sortir des gros jeux, et puis j'ai l'impression que des fois ça leur explose un peu le cerveau. Et c'est vrai que franchement, Parks, c'est un jeu qui est parfait à sortir. Bien. Exactement, ouais. Il est beau, il est bien. J'ai l'extension, je l'ai pas encore testé, et il paraît que c'est vraiment quasi incontournable une fois qu'on y a d'ailleurs, joué. Tu regarderas, j'ai fait une très bonne vidéo sur les règles de l'extension de Parks. Exactement. Donc, ça, c'est... Moi, je voulais juste parler de Parks. Donc, c'est un jeu hyper simple où on va devoir se promener des petits randonneurs sur une piste, et selon les pistes sur lesquelles on va, on fait de la gestion de ressources, des ressources qu'on va utiliser ensuite pour nous visiter, donc j'allais dire nous procurer, mais on peut pas s'acheter des parcs, mais en gros, on va visiter des parcs, donc les parcs nationaux américains. C'est un jeu qui, franchement, s'il n'avait pas une aussi belle thématique et des aussi belles cartes, je pense que personne n'aurait parlé de ce jeu-là. C'est pas une mécanique qui a réinventé la roue. Par contre, c'est vrai que quand ce jeu-là est posé sur une table et puis qu'on l'explique en 5 minutes, moi, j'ai joué avec beaucoup de gens qui sont pas des gros gamers qui ont adoré ce jeu. Et puis, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'extension de Parks, avec l'extension, ça double la qualité de ce jeu-là. Donc, c'est un des rares jeux où je ne peux plus jouer sans l'extension. Donc, c'est tout pour l'épisode. Merci beaucoup, David, pour ta présence et puis ton expérience sur Board Game Arena. Je pense qu'on a pu bien parler de les différentes choses qui nous plaisent et puis qui nous déplaisent de la plateforme. Avant de partir, je voulais juste rapidement rappeler à la communauté que moi, je vais être au Festival de jeux de Vichy. Donc, la fin de semaine prochaine. Donc, ça, c'est le 19-20 septembre, je crois. Donc, si vous êtes dans le parage, dans le coin, n'hésitez pas à venir me dire allô, ou même ne pas me parler, m'ignorer complètement, puis juste aller au festival. Ça, vous avez le droit, c'est votre choix. Mais moi, je vais y être, et puis c'est la première fois que je vais à un festival de jeux, donc je suis très excité de ça. Je suis jaloux. T'es jaloux, hein? Ouais, je suis jaloux. C'est ça. Peut-être l'année prochaine. Exact. Je te prendrai dans les valises, David. Ah, c'est chou. Et puis, oubliez pas aussi que c'est encore possible de participer au concours 2500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, ça veut dire que c'est très simple. Hein. Tout ce qu'il faut faire, c'est partager, me montrer une preuve que vous avez partagé un peu quelque chose qui a rapport avec la chaîne, avec le podcast. Donc, faire un peu de publicité gratuite. Et puis, moi, je vais vous inscrire au concours 2500. En ce moment, on est à presque 2300 abonnés. Donc, ça va venir assez vite. Pour le moment, il y a aussi que 11 personnes inscrites à ce concours. Donc, vous avez encore beaucoup de chances de gagner ce concours-là. Alors, merci beaucoup, David. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation, merci à toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à la fin. Rejoignez-nous sur Board Game Arena pour jouer. Nos pseudos sont Matmat et Maski, à vous de deviner qui est qui. Et puis à dans 2 semaines. Oui, ben merci beaucoup. Oubliez pas, si jamais moi c'est Matmat, donc une fois avec un T, une fois avec 2 T. Moi j'aime ça faire ça compliqué. Donc on se revoit dans 2 semaines, David. On se retrouve la semaine prochaine avec Benji pour un autre épisode de... On joue-tu? Oui!